La maison du suprême repas, contes et légendes d'Alsace. Strasbourg est par excellence la ville des toits intéressants. À quoi bon insister sur cette éminente dignité? Un coup d'œil suffit. Il faut beaucoup de recherches pour trouver deux toits qui se ressemblent. Sur cette symphonie des toits, les cheminées brodent de fantasques fioritures. Elles aussi se multiplient, infiniment diverses. Elles font songer soit à des piliers, soit à des balustres, soit à des tours, soit à des obélisques. Les unes sont massives, les autres élancées. Les unes carrées, les autres arrondies. Celle-ci a plusieurs étages, cette autre plusieurs galeries, cette autre une unique coupole, cette autre un gentil clocheton, cette autre se coiffe d'un pont, cette autre d'un tunnel, cette autre simplement d'un boulet. En voilà une si svelte et si délicate qu'on redoute pour elle le moindre zéphyr. Rassurez-vous, sur sa grâce les tempêtes ont un sifflant épuisé leur colère. Ça et là au sommet d'un fût s'épanouit un nid de cigogne. Par une harmonie providentielle, ces cheminées étaient faites pour ces échassiers. Hélas, quand le chauffage central saura modifier l'aspect des toitures et que la dernière cheminée du vieux Strasbourg se sera évanouie en fumée, la dernière cigogne quittera l'Alsace sans tourner la tête. Il n'est pas au monde un endroit d'où se lèvent plus de souvenirs pittoresques, gracieux, émouvants ou sublimes, mais les sons les plus importants ou les plus racontés. Optons plutôt pour la bâtisse infiniment plus modeste qui s'élève à l'angle de la rue de la Course. On l'appelle la maison des pénitents. C'était la maison du repas suprême pour les condamnés à mort. Comment lui était échu ce sinistre honneur? L'histoire en est aussi brève que poignante. En 1613, cette maison appartenait à la veuve d'un jardinier, Catherine, honnête et douce femme, restée seule avec un fils, Augustin, âgé de 18 ans. Ce fils, dont l'enfance avait été maladive, la pauvre mère l'avait presque toujours laissé agir à sa fantaisie. Il s'était lié tout de suite avec les plus détestables sujets de la ville et avait fini par vivre à leur exemple, avec tant même d'être le pire d'entre eux. Grand diable aux yeux naïfs et au front têtu, il rêvait de devenir un chef. Sa mère le conjurait de rentrer dans la bonne voie, tout en payant les frais des écarts faits par lui dans la mauvaise. Elle voyait que l'enfant avait toujours bon cœur et elle ne voyait que cela, hélas. Chaque fois qu'il revenait près d'elle, après une nuit de débauche et de jeu, elle lui répétait en lui montrant la vieille armoire de la chambre basse « Il ne restera bientôt plus rien de l'argent que ton père a épargné avec tant de peine pour toi et pour moi. Si tu ne veux pas songer à ton propre avenir, songe du moins aux quelques années que je puis encore avoir à vivre. » Or, un jour, sa mère ayant dû s'absenter pour assister aux funérailles d'une parente, le malheureux, cédant aux suggestions de ses compagnons 1000 fois plus corrompus que lui, força la porte de la vieille armoire et mit la main sur l'humble trésor. Mais tout à coup, devant l'armoire brisée et ce désordre monstrueux, des choses chères, il eut un frisson d'horreur. Aussi, avant de partir, comme pour effacer toute trace de son action abominable, il mit le feu à la maison. La justice n'eut pas de peine à reconnaître ni à saisir le coupable. Malgré les supplications de sa mère, malgré l'éloquence d'un avocat qui fit valoir des circonstances évidemment atténuantes, la loi sur les incendiaires étant formelle, le fils de la veuve fut frappé de la peine de mort. En passant sur le quai Saint-Jean, pour arriver au lieu du supplice, le condamné demanda au magistrat d'entrer dans la maison maternelle, d'y prendre un dernier repas et d'y demeurer 1 heure. Le magistrat n'hésita pas à lui accorder cette faveur. Au fond de la salle basse, Augustin aperçut sa mère, si amaigrie, si pâle, tous ses cheveux entièrement blanchis, qu'elle fut pour lui la vivante image du remords. Surmontant sa douleur, le fils dit d'une voix presque calme, « C'est moi, maman, c'est à nous à déjeuner, s'il te plaît. » Et causons un peu comme d'habitude. Puis, sur un geste de la mère, il ajouta en confidence, « On veut bien, j'ai 1 heure de libre. » La mère comprit tout de suite. Qu'est-ce que ne comprennent pas les mères? Les hommes de garde s'étaient retirés. On ne les voyait plus, ni devant la maison, ni même sur le quai. Le malheureux n'avait qu'1 heure, mais c'était 1 heure de tranquillité absolue. C'était un retour complet à la vie d'autrefois, c'est-à-dire à la vie. C'était même une vie entière, puisque tout le monde affirme, la vie n'est qu'1 heure. Admirons la charité du magistrat strasbourgeois. Ce repas libre de Strasbourg fut véritablement libre et dans toute la force du terme. L'antique repas libre qu'on accordait aux chrétiens condamnés à être jetés aux bêtes n'était libre que de nom. Il était servi dans la prison même et l'ombre seule des murailles rappelait les convives à la réalité. Ce fut de ce souverain, bien que le magistrat de Strasbourg fût l'aumône à Augustin, le malheureux put croire que rien ne s'était passé. D'ailleurs, s'efforcer de croire que rien ne s'était passé, n'est-ce pas la forme la plus édifiante, sinon la moins amère, que puisse prendre le repentir? Quel criminel dans l'angoisse de sa détention et de son châtiment ne se dit, en fermant les yeux,
Je n'ai rien fait. On ne m'accuse de rien. Je suis condamnée à rien. C'est un rêve affreux. Je vais m'éveiller. Pour Augustin, pas besoin de fermer les yeux. Il pouvait au contraire les ouvrir tout grands. Sa mère se tenait devant lui, dans la maison. Tout avait été restauré et réparé avec soin. Aucune trace ne subsistait du crime commis contre la société. L'incendie volontaire. Mieux encore, Augustin respirait l'odeur si particulière du logis maintenant adoré. Il y démêlait un parfum de pommes mûrissantes et de linge fraîchement lavé. Sur la table de noyer, sa mère plaçait le petit plat de fer contenant son régal de prédilection. Des œufs sur une tranche de jambon grillé. Il pouvait savourer chaque bouchée, car elle ne passait pas vite à cause des larmes retenues qui lui serraient la gorge. « Bois un peu, Augustin, lui dit sa mère. » Et lui versant le vin blanc, elle ajouta « C'est de la vendange que ton père a acheté. »« Ah, dit-il, cette vendange me la rappelle comme si elle était d'hier. J'avais frappé sur la voiture bien avant qu'elle fût attelée. Pendant toute la route, j'ai chanté de toutes mes forces. » Augustin et sa mère s'étaient déjà raconté cette vendange plus de 100 fois. Mais en vérité, un entretien ne devient intime que si de part et d'autre, on le sait par cœur. Tu sais, tu te rappelles, ce n'est pas une façon de parler, c'est la vérité même, toujours délicieuse à redire et à entendre. Tu te rappelles, continue Augustin, pendant que les vendangeurs abattaient leur besogne, le père m'a placé en sentinelle près de la cuve. Attention, me disait-il, j'ai confiance en tout le monde. Mais il ne faut tenter personne, vois-tu, la corruption est grande depuis la chute de l'homme. Le père disait ces mots gravement en levant le doigt, puis il me souriait. Ici, un silence. Les deux cœurs étaient serrés, comme par une même main terrible. Ah, voilà le pichet qui nous vient de la grand-mère, Lisa. Il est un peu fêlé auprès du col. Les choses fêlées durent bien plus longtemps que les autres. Ici, un nouveau silence. La mère apporta quelques fruits, et l'un de ces gâteaux secs qui se conservent d'une fête à l'autre. Elle les avait tirés d'une sorte de cabinet noir, ménagé sous un escalier. Le fils cassa un morceau de gâteau et mordit dans une pomme. Ce cabinet noir, murmura-t-il, y ai-je passé des heures et des heures. C'était là que l'on m'enfermait quand je n'avais pas été sage. Ici, un nouveau silence. Au tournant de tous les souvenirs, quelque chose surgissait qui empêchait la parole d'aller plus loin. Augustin reprit. Le père disait, la chose à faire premièrement tout, c'est de payer ce qu'on doit. Qui s'acquitte d'une dette sans délai ni réserve connaît la vraie liberté et la vraie joie de la vie. J'ai une dette à payer, je la payerai. L'horloge sonna. La mère fit un mouvement. Non, dit le fils, n'arrête pas l'horloge. J'aime mieux savoir. Au moins, je ne perdrai pas une minute de mon bonheur. L'enfant tendit la main à sa mère, la fit asseoir près de lui sur la banquette fixée à la muraille et posant la tête sur la poitrine de la pauvre femme murmura. Tu te rappelles? Lorsque j'ai eu cette grosse fièvre où tu croyais que j'allais mourir, j'imaginais toujours dans mon délire être poursuivi par des monstres et entouré d'abîmes, éperdu, haletant, torturé. Je ne pouvais trouver d'apaisement qu'en posant ma tête sur toi. Alors j'étais guéri, j'étais heureux. Je m'endormais, je m'endors. Ici encore un silence, mais un silence d'une autre sorte. La mère et le fils semblaient hors de la réalité et surtout hors du temps. Cependant, le temps s'écoulait. 2 coups furent frappés discrètement à la porte. Un homme de garde dit à voix basse « Voilà les mamans. » C'est juste, répondit Augustin avec fermeté, car il pensait non seulement à l'heure, mais au châtiment. Réhabilité par son propre effort, il était comme illuminé par la halte purificatrice dans la maison maternelle. Dès lors, à Strasbourg, s'est établi l'usage d'offrir aux frais de la cité une collation et un verre de vin dans la chambre basse de cette maison du quai Saint-Jean à tous les criminels que l'on conduisait au lieu de leur supplice. L'itinéraire du cortège était toujours le même. Que l'exécution se fît au Marais Vert, ou bien hors de la porte de Saverne, le cortège se formait devant l'hôtel de ville où était donnée lecture du jugement, puis traversait la grande rue, puis passait le pont du Faubourg Blanc, puis directement, voyez, suivait le quai Saint-Jean et s'arrêtait à la maison appelée depuis Augustin Maison des Pénitents. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.